Madame, Monsieur, merci d'être sur la Matrix, votre Web TV généraliste. Merci à nouveau de suivre cette émission présidentielle 2025. On vous dit tout. J'ai le plaisir de recevoir dans ce numéro Laurent Anguemezui, président du Rassemblement pour le Gabon, le RPG. Monsieur le président du RPG, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, l'endorno politique gabonais est en pleine ébullition, frémissement depuis l'annonce faite par le gouvernement via le communiqué final du Conseil des ministres, l'annonce de l'organisation de la prochaine élection présidentielle au Gabon. Ce sera le 12 avril de cette année 2025, une élection présidentielle qui suscite déjà un grand débat dans les chaumières, dans les salons feutrés, mais également dans les différents quartiers du Gabon. Dans cette émission, on a envie de savoir le regard du RPG par rapport à cette forte actualité. D'abord, votre réaction par rapport à la date du 12 avril 2025. Est-ce que le RPG pense que cette date du 12 avril 2025 est une date qui sied? Ok, merci de m'avoir invité. Vous excuserez ma voix parce que je suis grippé depuis un bon bout de temps, mais je pouvais ne pas venir pour honorer de ma présence à cette émission. Est-ce que la date, comme le disent certains, on a avancé la date, on a anticipé, le Rassemblement pour le Gabon est un parti responsable. C'est un parti avant-gardiste qui se projette dans le temps. Lorsque vous suivez attentivement le discours du chef de l'État, quand il a prêté serment, il n'a pas dit que les élections auront lieu le 25 août ou en août. Il a dit que la transition prendrait fin en août. Et quand on dit que la transition prendrait fin en août, ça veut dire que les différentes élections qui avaient été annulées doivent être organisées avant le mois d'août. Donc pour un politique avisé et qui se projette, la date du 12 avril ne nous surprend pas du tout, mais bien évidemment, nous nous sommes mis à préparer aussitôt la transition est arrivée. Nous nous sommes dit, au terme de la transition, il y aura des élections. Donc pour moi, il n'y a pas sujet à jaser là-dessus, mais tout de même. La date pose problème en ce sens qu'elle intervienne en pleine année scolaire. Et c'est à ce niveau-là, si on avait des choses à dire, c'est beaucoup plus qu'il fallait attendre la fin des examens, puisqu'il s'agit de l'élection présidentielle. C'est l'élection qui véritablement crée des frémissements énormes. Vous le dites, avant même qu'on annonce les dates, il y avait déjà les levées de ton. Aujourd'hui que la date est connue, à juste titre, certains réagissent. Je ne peux pas, en tant que démocrate, condamner X ou Y, Z qui pensent que les élections ne devaient pas se produire à telle ou telle date, mais toujours est-il, en politicien averti, il fallait se préparer en conséquence, quelle que soit l'éventualité de la date, il fallait être prêt. Et je pense que tous ceux qui aspirent briguer le mandat présidentiel, ils sont prêts. Alors, vous venez d'évoquer l'impact de cette date du 12 avril 2025 sur le calendrier scolaire. On sait que depuis ce 29 janvier 2025, la ministre de l'Éducation nationale, Camélia Toutoum-Leclerc, la ministre d'État, a donc fait l'annonce de ce réaménagement du calendrier scolaire dont la fin est fixée au mois de juillet prochain. Est-ce que ce glissement-là pourrait être préjudiciable? Est-ce que c'est tenable? Le glissement peut être préjudiciable, mais ce n'est pas tant le glissement. Vous savez, vous qui connaissez véritablement l'écosystème politique de chez nous, quand il y a élection présidentielle, c'est tout le monde qui se met sur le terrain. Encore plus les enseignants. Donc, il y aura forcément des incidences négatives. Mais durant cette période, il y a des vacances scolaires. Hein. Il y a cette période-là relative à l'organisation sur le terrain de la campagne électorale. Si Madame le ministre, les élèves seront en vacances. Si Madame le ministre met les élèves en vacances, mais encore plus, parce que nous ne pouvons pas présager de l'issue des élections. Nous souhaitons tous que les élections se passent dans un climat apaisé, et qu'au terme des élections, qu'il n'y ait pas de contestation.
Et il faut envisager tout. Il faut toujours prendre l'hypothèse la plus difficile pour cerner le problème. Aujourd'hui, on nous fait glisser jusqu'au 19, j'ai lu, au 19 juillet. Bien évidemment, cette période-là peut tenir à la seule condition que les élections se déroulent dans la sérénité la plus totale. Les salles de classe seront donc réquisitionnées, les enseignants seront en campagne, même les chefs d'établissement seront en campagne. Donc vous voyez bien qu'on vient mettre un grain de sable là où il ne fallait pas. Au moment où les années se succèdent et on a à peu près des années normales aujourd'hui. Au niveau de l'éducation nationale, c'est à l'avantage de Madame le ministre parce que jusque-là, on respecte le programme établi, le calendrier établi. Mais je pense qu'elle aurait dû, en Conseil des ministres, conseiller de pousser les élections soit pendant les vacances de Pâques, et là, il n'y a pas d'incidence. Mais la date fixée empiète sur le calendrier scolaire. Et par conséquent, nos enfants qui seront donc emballés par l'effervescence de l'élection présidentielle, ça peut avoir un aspect préjudiciable. Alors, vous venez de dire que le souhait du RPG, c'est que cette organisation de l'élection présidentielle du 12 avril prochain se déroule dans la sérénité. On sait que le Parlement gabonais a récemment adopté, le Parlement de la transition a adopté le nouveau code électoral, que le ministre de l'Intérieur récemment face aux médias a fait le service après-vente. Quel est le regard du RPG sur cette question relative à la transparence électorale? Est-ce que ce nouveau code électoral vous lui donnez un chèque à blanc? Mais bien écoutez, le code électoral en lui-même ne garantit pas la transparence. On peut bien avoir les textes bien écrits, mais les acteurs qui vont les appliquer, c'est à ce niveau-là qu'il va falloir juger. Nous ne pouvons pas dire, même s'il y a eu quelques avancées par rapport au passé, par exemple l'affichage des procès-verbaux au niveau des bureaux de vote, c'est une avancée, mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent être améliorées. Ce que je dis, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une élection, si les textes prévoient un certain nombre de dispositions pour le bon déroulement des élections, mais ce n'a pas toujours été le cas de par la faute des organisateurs et des acteurs qui organisent cette élection. Donc, nous allons juger le maçon au pied du mur. Ce n'est qu'après l'élection qu'on pourra dire ce code électoral est un gage de transparence ou pas. Mais à la vue de ce qui a été proposé, il n'y a pas trop de choses à redire. Mais on ne pourra jamais avoir un texte où tout le monde est unanime là-dessus. C'est un texte. Il y a des intérêts particuliers qui commandent certaines positions. Il y a effectivement le fait qu'il n'y a pas de perfection sous les cieux, il n'y a qu'au ciel qu'il y a la perfection. Donc, tout texte qu'on pourra produire est sujet à des amendements possibles. Donc, pour moi, il ne fait pas moins que ce qui était avant, mais il y a un saut qualitatif sur certains points. Alors, ces dispositions du nouveau code électoral prévoient la présence des représentants des candidats au sein des bureaux de vote. Il y a des sons de cloche discordants sur cette disposition parce qu'il y a des acteurs politiques qui pensent qu'en principe ne devrait être dans ces différents bureaux de vote que les représentants des candidats, pas des représentants des partis politiques. Mais en tout cas, il ne faut pas réinventer la roue. De par le passé, chaque candidat a toujours eu son représentant dans le bureau de vote. Les représentants des partis politiques, le parti politique qui n'a pas de candidat en lice, quand il va vous représenter, vous n'êtes pas sûr qu'il va garantir effectivement la sincérité de vote en votre nom. Donc, ce qui a été proposé, c'est qu'effectivement, les représentants, chaque candidat ait son représentant. Et c'est pour garantir effectivement la transparence au niveau du bureau de vote. Parce qu'il n'y a pas que le bureau de vote. Une fois qu'on termine de faire le dépouillement et de prononcer le résultat de chaque bureau de vote,
l'étape suivante, c'est la commission supérieure, c'est-à-dire au niveau de la commission départementale ou communale et ainsi de suite. Et c'est à ce niveau-là de compilation et autres que certaines dérives sont constatées. Ce n'est pas toujours au niveau du bureau de vote. Encore que par le passé, nous savons comment est-ce que le régime déchu procédait. À ce niveau-là, on peut endiguer. Mais un peu plus haut, si on pouvait admettre qu'à chaque échelle, qu'il y ait des représentants, des candidats, ce n'est que bonus. Parce que ça permettrait à ce qu'il n'y ait véritablement plus de contestation au sortir d'une élection. Si j'ai tous les éléments qui me font comprendre que je n'ai pas été élu, pourquoi contester? Et certifié par mes représentants. Vous voyez, c'est un gage de transparence. Donc pour moi, il y a des pas, des avancées, mais il faut qu'on aille loin. Il ne faudrait pas que les élections à venir ressemblent à celles que nous venons de vivre il y a peu de temps. Alors, on a fait le constat ces dernières années, lors de l'organisation des différents scrutins, qu'il y a souvent une forte mobilisation de partis politiques, notamment réunis au sein de plusieurs plateformes qui sollicitent souhaitent absolument être présents dans les différents démembrements des organes qui organisent justement cette élection-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de chantage de la part de certains partis politiques justement par rapport à cette question relative à la représentativité des partis dans les démembrements? Non, ce n'est pas du chantage et ce n'est même pas d'actualité. Ce n'est plus d'actualité, allais-je dire, parce que le nouveau code exclut de facto le fait qu'il y ait les partis politiques. La majorité ou l'opposition, c'était dans l'ancien schéma. Aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections et à partir de ce moment-là, les parties prenantes doivent se battre pour avoir des représentants plutôt solides. Dans les démembrements, c'est ce que je disais, c'est seulement les candidats qui auraient pu être présents dans chaque démembrement. Et pour assurer, pour garantir la sincérité du vote. Mais, vous savez, lorsqu'on a été habitué, comme par le passé, à voir le jeu être manipulé à souhait, les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage ne peuvent qu'être inquiets et solliciter le fait qu'on prenne en compte ces partis politiques à différentes échelles. Ce n'est que véritablement de bonne guerre. Ce n'est que de bonne guerre parce que tout le monde veut s'assurer que les élections à venir vont être différentes des élections passées. Donc moi, je ne vois pas de mal en ce que les partis politiques sollicitent la représentativité à différentes échelles. Mais il faut tenir compte du contexte actuel. Ce n'est plus la CGE ou alors une autre quelconque entité qui organise les élections, c'est le ministère de l'Intérieur, bien qu'ayant deux comités de coordination, de surveillance et autres, mais à l'intérieur, peut-être mettre des observateurs. Mais justement, je voulais vous poser la question par rapport à la création de ces deux entités qui vont accompagner le ministère de l'Intérieur dans cette organisation de l'élection présidentielle. Une commission de coordination, une autorité pour le contrôle. Comment voyez-vous la composition de cette autorité de contrôle-là? En tout cas, il faudrait d'abord qu'il y ait des hommes et des femmes neutres, d'une part, des hommes et des femmes vertueux, des hommes et des femmes patriotes. Parce que c'est à ce niveau-là. Dites-vous bien que par le passé, la commission électorale était indépendante, mais elle n'a jamais été dans les faits. Nous connaissons l'histoire des différentes commissions, nous connaissons l'histoire du ministère de l'Intérieur, parce que ce n'est pas la première fois que le ministère de l'Intérieur organise les élections. Il faut tout simplement qu'il y ait une inclusivité, une représentativité des forces en présence, parce qu'il faut garantir la sincérité du vote et la transparence. Mais il ne faudrait pas peut-être amener l'esprit partisan dans ces différentes commissions de surveillance, encore que ces commissions sont sous la supervision du ministère de l'Intérieur qui, en définitive, a le dernier mot. Il faut tenir compte que nous parlons du Gabon.
Ce n'est pas l'affaire d'un individu. Les hommes que nous sommes, nous passons, la République reste. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de préserver l'intérêt supérieur de notre pays. Quel qu'en soit le domaine où vous pouvez exercer, mettez d'abord le Gabon en avant. Et c'est pourquoi j'estime que les personnes qui seront responsabilisées à ce niveau sauront se démarquer de ce que nous connaissons depuis toujours. Laurent Anguébezui, vous êtes le président du Rassemblement pour le Gabon. C'est le seul parti politique en 2023, avant l'organisation des élections générales, qui avait fait le tour du Gabon et appelé à la mise en place d'une transition au Gabon. Le RPG avait préfiguré plus ou moins la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Tout à fait. Vous n'aviez pas appelé à la mise en place d'une transition militaire, mais vous aviez sillonné, fait signer une pétition pour qu'il y ait une transition au Gabon. Est-ce que cette élection présidentielle du 12 avril prochain est une étape cruciale pour la suite de l'histoire du Gabon? Mais tout à fait, nous sommes à un tournant historique, un tournant que nous ne devons pas du tout rater. La vie du Gabon en dépend parce que, dites-vous bien que la transition, lorsque nous avons appelé à la mise en place d'une transition, c'était de marquer un arrêt, de remettre tout sur les rails et de permettre à ce que le Gabon soit autrement que ce que nous avons vu par le passé. Nous étions au bord d'une guerre civile. Nous étions au bord véritablement d'une explosion de notre pays. Et lorsque nous avons appelé la transition, nous avons appelé toutes les forces vives de la nation. Les militaires en font partie. Nous avons été, même à l'extérieur, nous avons été à l'Union européenne, défendre le dossier de la transition, à l'Union africaine et auprès des représentations diplomatiques qui sont ici pour appeler à une transition politique pacifique. Mais quand on regarde de loin, indépendamment du fait que ce sont les militaires qui ont concrétisé cette vision du Rassemblement pour le Gabon et avec d'autres, elle n'a rien de transition militaire. Parce que lorsque vous regardez tous ceux qui sont aux affaires, il y a très peu de militaires. Il y a très peu de militaires. Il y a certes un militaire en général à la tête de la transition et dans certaines institutions, mais quand on fait le ratio entre les civils et les militaires, on se rend bien compte que c'est une transition, j'allais dire hybride, sinon totalement civile. Au nom de l'inclusivité. Au nom de l'inclusivité. Et c'est tout à fait à l'honneur du président général Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce qu'ailleurs, le Gabon n'est pas le seul à expérimenter la transition. Ailleurs, nous savons ce qui se passe. Donc, au Gabon, nous avons cette inclusivité, même si cette inclusivité est mise à l'épreuve à chaque fois par le fait que les anciens barons du système déchu, déposés, refont inexorablement surface et se pavanent tout en disant que le CTRI et le PDG, c'est blanc-bonnet et bonnet-blanc. Alors, Laurent Anguébezui, depuis l'annonce de la date du 12 avril comme étant le jour de l'organisation de l'élection présidentielle cette année au Gabon, le temps semble comme s'accélérer. De plus en plus d'acteurs politiques donnent de la voix afin de se prononcer sur l'organisation de cette élection présidentielle. On a entendu Pierre Claver Banganga Moussavou, le président du PSD, donner son point de vue, dire même qu'il n'y aura pas, selon lui, il a l'impression que cette élection ne va pas se tenir. Ce propos a également été tenu par l'ancien candidat à la présidentielle de 2023, Albert Ondo Ossa, qui pense qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle au Gabon, qui réclame même sa victoire à l'élection présidentielle de 2023. Est-ce que vous pensez que le schéma qui est actuellement mis en relief par certains va dans le sens de la mise en place d'un climat non apaisé? Apparemment non. Apparemment non, et je ne suis pas venu pour parler des hommes et des collègues ou des acteurs politiques. Chacun est responsable de ses propos. Je suis venu pour dire qu'il y a un calendrier qui est annoncé, et à partir de ce moment-là, c'est le factuel. Il faut regarder, il faut se préparer pour ceux qui ont l'ambition de briguer le fauteuil présidentiel, de se préparer en conséquence. Je ne voudrais pas aller dans l'émotion ou alors parler d'autrui.
je suis venu parler du Gabon. Parlons du Gabon, de cette élection présidentielle du 12 avril prochain. Quelle est la posture du RPG, justement, par rapport à cette élection, puisque vous avez reconnu qu'on est à une étape cruciale de l'histoire du Gabon? Tout à fait. La posture du Rassemblement pour le Gabon, nous avons créé ce parti, pas pour, j'allais dire, meubler l'écosystème politique chez nous, mais c'est pour participer activement à la vie politique de notre pays. Et lorsqu'on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Le Rassemblement pour le Gabon, depuis l'avènement de la transition, se prépare en conséquence pour toutes les élections qui auront cours. Parce que nous pensons que nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. La mission ou la prérogative d'un parti politique, c'est de briguer les suffrages des concitoyens. Le Rassemblement pour le Gabon se prépare en conséquence. Nous avons une procédure pour arriver à prendre posture ici et là. Ce qui est sûr, c'est que le Rassemblement pour le Gabon va nécessairement participer à toutes les élections qui vont arriver. Mais le format n'est pas encore déterminé. Il faut organiser un congrès national extraordinaire et j'annonce déjà que le 8 février prochain, nous tenons un conseil national qui verra la présence de nos conseillers nationaux venus de tout le territoire national. Et à partir de ce moment, on donnera une orientation. Le président du parti que je suis n'est pas un dictateur pour dire voici ce qui va être fait. Nous réunissons l'instance supérieure du parti qui analyse la situation actuelle et ébauche des voies de sortie. Donc, le Rassemblement pour le Gabon a les pieds dans le starting block. Il peut aller seul, tout comme il peut aller avec d'autres. Donc, voilà, en quelques mots, la posture du Rassemblement aujourd'hui. Mais tout de même, tout sera clarifié à partir du 7 et du 8 février prochain. Alors, on sait que le Comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI, ne s'est pas encore prononcé sur cette organisation de l'élection présidentielle. On ne sait pas si le CTRI aura un candidat à cette élection présidentielle. Ce d'autant plus que les nouvelles dispositions du Code électoral permettent désormais aux comptables, aux magistrats et aux militaires, aux forces de défense et de sécurité de pouvoir briguer la magistrature suprême, donc de prendre part à cette élection. Mais on sait que le RPG fait partie des partis politiques qui soutiennent la transition et brisent le terre au Liguingema. Tout à fait. Tout à fait. Le CTRI, il faut d'abord partir d'un principe, n'est pas un parti politique. Comme vous l'avez dit, c'est le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Est-ce que le CTRI s'est prononcé? Vous l'avez dit, il ne s'est pas encore prononcé. Nous sommes les fervents défenseurs de la transition parce que nous estimons que notre vision a été concrétisée. Et à ce titre-là, notre posture est celle de sentinelle. À chaque fois que c'est bien fait, nous acclamons, nous disons que c'est bien. Quand c'est moins bon, nous disons que c'est moins bon et nous montrons la voie de sortie. Nous faisons des propositions. Donc, le code électoral donne l'ouverture aux hommes en treillis, aux hommes en toge et aux comptables publics de pouvoir briguer les suffrages de leurs concitoyens. C'est déjà un fait. C'est voté, c'est d'actualité, c'est la norme actuelle, jusqu'à preuve du contraire. À partir de ce moment-là, ce sont les citoyens comme les autres. Ce sont les citoyens comme les autres, même si, personnellement, je mets un peu de bémol. Il fallait, dit comme ça, qu'ils peuvent briguer, il fallait encadrer. Encadrer pour dire que pour qu'un militaire ou pour qu'un homme en toge brigue, il doit d'abord passer par ces étapes-là. Ce n'est pas dit dans le code. Donc, il faut absolument encadrer cela. Dites-vous bien, moi, j'aime prendre des hypothèses, j'allais dire, fatalistes, pour montrer la gravité à certains moments. Imaginez-vous un seul instant que tous les chefs de corps veuillent se porter candidat à l'élection présidentielle. Qui sera là pour discipliner les populations? Imaginez-vous que tous les colonels, les commandants et autres veulent être députés, maires, sénateurs, présidents de l'Assemblée départementale.
Et voyez-vous ce qui va advenir. Mais est-ce que sur ce point-là, c'est pas une... Parce que ce que vous dites, on l'a déjà entendu de la part de certains autres acteurs politiques et même des membres de la société civile, est-ce que ce n'est pas une vision simplement apocalyptique qui est faite, sachant que vous, dans vos organes, dans vos appareils, dans les partis politiques, il y a une certaine discipline et que les militants sont contraints de respecter cette discipline-là. Lorsqu'il y a un congrès, vous allez organiser peut-être un congrès prochainement. Oui, tout à fait. Ben voilà, donc les militants se conforment aux décisions qui sont prises lors du congrès et généralement c'est un seul candidat qui investit. Pourquoi vous pensez qu'au sein de l'armée, il y aura mais il n'y a pour l'élection pas, présidentielle il y a plusieurs corps. Il y a plusieurs corps, tout comme il y a plusieurs partis politiques. À l'intérieur d'un corps, on peut se discipliner. Mais voyez-vous ce qui se passe au Soudan. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire tout simplement qu'en donnant la possibilité aux hommes en treillis de se porter candidat, il faut mettre les garde-fous pour que le pays n'en pâtisse pas. Pour la sécurité du pays, vous le savez autant que moi, que la première mission des forces de sécurité et de défense, c'est d'assurer l'intégrité du territoire national, d'assurer la sécurité des biens et des personnes. C'est la mission régalienne des forces de sécurité et de défense. Maintenant qu'on ouvre une fenêtre pour qu'ils puissent avoir la possibilité de se porter candidat aux différentes élections, il faut l'encadrer. À ce que je sache, c'est que ces différents corps ont des statuts particuliers. Et il va falloir, bien évidemment, conserver ces statuts particuliers et peut-être permettre à ceux qui ont cette ambition-là de se mettre en disponibilité pour briguer ou alors démissionner. Il y a deux possibilités. Soit on démissionne, soit on se met en disponibilité. Et il faut l'encadrer, il faut le dire clairement et faire en sorte que cela ne puisse pas déstabiliser, vous savez, les forces de sécurité et de défense, on les appelle la grande muette. Lorsque maintenant la grande muette devient bavarde, ça devient un problème. Et c'est à ce niveau-là qu'il va falloir bien encadrer les choses pour éviter que nous ne glissions. Je suis démocrate. Nous avons voté la Constitution. Le code électoral vient d'être signé et promulgué. Je respecte les textes, mais je dis attention, regardez, et c'est pourquoi j'ai pris l'hypothèse fataliste, pour qu'on comprenne un peu ce qu'il y a lieu de faire pour éviter qu'on ait plusieurs sons de cloche qui se mettent en place et au finish, le pays est vulnérable. Il faut éviter que le pays soit vulnérable. Laurent Angamezui, on a assisté il y a une semaine à l'organisation de plusieurs marches de soutien organisées de façon synchrone sur l'ensemble du territoire pour appeler à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition, chef de l'État, pour cette élection présidentielle du 12 avril prochain. Certaines voix discordantes se lèvent également pour mettre le marqueur sur certaines déviances, limites observées après 16 mois de gouvernance du CTRI à la tête du Gabon. Il y a des épisodes qui ont défrayé la chronique, comme des détournements dans des sociétés, de malversations financières, dans des sociétés publiques ou parapubliques, certaines nominations en Conseil des ministres qui ont fait jaser. Quelle est la réaction du RPG dont vous êtes le président aujourd'hui? Est-ce que le soutien que vous apportez au CTRI est toujours aussi fervent? Nous ne donnons pas de chèque en blanc au CTRI en le soutenant. Nous regrettons que les habitudes tant décriées par le passé refont surface et qu'il n'y ait pas de mesures concrètes de la part du CTRI pour mettre un terme à cela. Nous avons pensé qu'en période de transition, tout ce qui était comme aspérité dans l'ancien régime allait être un lointain souvenir. Mais malheureusement, comme vous le dites si bien, nous constatons que ces dérives reviennent avec beaucoup plus de force et il est temps. Il est temps que les autorités, le peu de temps qui nous reste, que les autorités de la transition, enfin, sifflent la fin du match. Il ne faudrait pas continuer parce que le bas peuple, quand vous l'écoutez, moi je suis avec le peuple tous les jours,
Le bas peuple, quand il voit certains noms, certaines figures, ils se disent en réalité, tout ce qu'on, les détracteurs ou alors ceux qui s'opposent à cette transition, on leur donne raison. On leur donne des armes pour frapper le président de la transition. Il faudrait véritablement qu'une cure de jouvence soit faite à ce niveau-là. On n'a pas dit d'exclure les gens, mais à l'intérieur de cet ancien parti politique, il y avait des hommes vertueux, il y avait des femmes vertueuses. Il faut regarder, tout comme dans l'opposition, il n'y avait pas que les hommes vertueux ou vertueux, les femmes vertueuses, mais il faut, quand on veut reconfigurer un pays, il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Il faut écouter le peuple, parce qu'aujourd'hui, la ceinture du président de la transition, c'est le peuple gabonais. Il faut qu'il soit à l'écoute de ce que veut le peuple. Il ne faudrait pas qu'il soit poussé. Vous avez parlé des marches pour appeler à la candidature. Le président de la transition n'est pas un enfant. Quand il a posé cet acte pour libérer le Gabon le 30 août, il n'avait pas besoin qu'il y ait des marches. Et personne n'a marché pour que cela arrive. Il a pris ses responsabilités avec ses frères d'armes pour libérer le Gabon. Il a également la liberté et la latitude, sa libre conscience de dire « nous, je continue ou je ne continue pas ». Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression qu'on le pousse comme un mouton qu'on pousse dans la pluie avec la résistance. Ça doit venir de lui-même. Et c'est à partir de ce moment-là que tous les soutiens qui voudraient bien doivent se prononcer. Le faire comme on est en train de le faire, c'est reproduire véritablement ce que le PDG faisait hier. Des appels à la candidature, des cotisations qui sont faites ici et là. Ces choses-là peuvent se faire lorsque l'intéressé s'est prononcé librement. On a l'impression qu'on veut le pousser et lui, il voit tous les paramètres avant de se prononcer. Certainement, d'ici peu, il se prononcera. À partir de ce moment-là, si les uns et les autres, si c'est en faveur de sa candidature, les uns et les autres pourront donc se prononcer en conséquence. Si il dit il prend une autre décision, mais libre à lui. En tout cas, le président de la transition, c'est une personnalité qui, aujourd'hui, est incontournable du jeu politique de chez nous. Et il va falloir, et sa décision est fondamentale. J'ai dit, nous soutenons la transition, nous sommes là pour que cette transition-là sorte de l'ornière et fasse école par rapport à d'autres qui se font ailleurs. Donc, les marches et autres ne sont que la reproduction des vieux schémas. Laurent Angabejui, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI, arrive de façon progressive au terme de son processus de restauration des institutions, de restauration du Gabon. Mais dans le domaine consécutif à la restauration des institutions, il y a un gros point d'interrogation dans le landerneau politique national, le fonctionnement du CND, le Conseil national de la démocratie, qui n'a plus de bureau. Comment comprendre que cet espace dédié aux partis politiques qui participent au raffermissement de la démocratie au Gabon se retrouve dans cet état-là? Est-il possible ou est-il normal qu'on aille aux élections présidentielles du 12 avril prochain sans qu'on ait réglé ce problème? Mais si on va aux élections sans régler le problème du CND, on a restauré les institutions à moitié. C'est une institution de la République. D'ailleurs, je voudrais le dire, le CND est la seule institution au lendemain de 91 qui avait été mise en place par voie référendaire. Donc, on a un CND aujourd'hui qui n'a plus de tête. Nous nous posons des questions. Quel est le sort que les autorités de la transition réservent au CND? Il y a eu des conclusions du dialogue national. Soit on dit que le CND n'existe plus et on prend le courage de l'annoncer au peuple gabonais parce que la décision qui avait été proposée, c'est bien celle-là. Et si on dit qu'on veut continuer avec le CND, il faut l'affirmer, il faut le restaurer parce que le CND, comme vous l'avez dit, c'est l'agora des partis politiques, c'est le corps de garde des partis politiques et ça a cet avantage que lorsque le CND se réunit, toutes les expressions politiques sont là et on arrive toujours à prendre une décision consensuelle concernant la vie de notre pays. Il en est le cas, par exemple, lorsqu'il s'est agi du dialogue national,
le CND s'est réuni en session, a produit véritablement un projet de constitution, a produit la réflexion sur le découpage électoral, a produit la réflexion sur le code électoral, et c'était des produits, j'allais dire oui, des produits totalement consensuels. Et l'ancienne majorité, l'ancienne opposition, s'était convenu de donner quelque chose de consensuel. Donc, c'est un élément important de la vie politique de notre pays, le CND. Nous ne pouvons pas cracher là-dessus. Il faut réhabiliter le CND et lui donner les moyens de sa politique. Donc, c'est inquiétant que nous nous acheminons progressivement vers la fin de la transition et que la situation du CND ne soit pas clarifiée. Laurent Gabezui, on arrive au terme de cet entretien. Quelle peut être votre conclusion? Alors, en termes de conclusion, tout simplement demander au peuple gabonais d'être serein, de continuer à aller se faire inscrire sur les listes électorales pour que, le moment venu, ils soient même de prendre leur destin en main. Il faut que cette opération de liste électorale se fasse. Nous avons applaudi lorsqu'il s'est agi de la prorogation de 8 jours. C'est une très bonne chose. Il faut également que chaque acteur politique sache que c'est le Gabon qui est au centre de tout ce que nous sommes en train de faire. Nous vivons une expérience exceptionnelle, unique. Il faut capitaliser ces moments pour que lorsque le Gabon va se redresser, qu'il se redresse véritablement avec des atouts d'un pays qui se projette pour 50 ans, 100 ans et ainsi de suite, et que nous devrions laisser la jeunesse gabonaise des générations futures un pays en paix, un pays en pleine sérénité, mais il y a des conditions de paix qu'il va falloir rassembler, réunir, et que tout le monde sache que l'élection présidentielle ou toute autre élection, ce n'est pas la fin du monde. Aujourd'hui, on peut être candidat, demain on peut ne pas l'être, et vice-versa. C'est le Gabon qui gagne. Donc, très important à signaler et dire que nous restons vigilants, nous encourageons les uns les autres, et même le débat contradictoire, il faut l'encourager, parce que c'est un outil d'aide à la décision pour les autorités. Il y a des gens qui veulent avoir un monologue. Non, on ne peut pas. Nous sommes dans un pays, entre guillemets, démocratique, en construction, mais il faut écouter tout le monde. Dans ce que chacun dit, il y a forcément un fond de vérité qui doit aider le Gabon à faire un pas supplémentaire vers un avenir radieux. Donc, restons dans la convivialité, assurons les lendemains meilleurs pour notre pays, ne brandissons pas l'étendard de la catastrophe, mais si la catastrophe arrive, qui gagnera? Nous serons tous perdants. Donc, le fait de vouloir être à tel ou tel poste ne doit pas subordonner l'intérêt supérieur de notre pays. Merci Laurent Gabezui, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de l'émission présidentielle 2025. On vous dit tout. Je rappelle que vous êtes président du RPG, le Rassemblement pour le Gabon. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve pour un autre numéro.